زوار ومتتبعو عدوى تي في، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حنا كنتواجدوا حاليا بالمقاطعه 78 بمدينه بواسي الفرنسيه لحضور لقاء مع الدكتور نجيب الحلو صاحب كتاب مغربنا الحبيب نوتخ شير ماروك في كل نسخه، والتي سوف يتم إهداؤها خلال اللقاء. واللقاء تحت عنوان المغربية بين الجذور الحضارية والاندماج الإيجابي، ماروكانيتي entre racines civilisationnelles et intégration positive، من تنظيم جمعية مغاربة ليزيبلين. وشكرا. Je remercie énormément l'association des Marocains montois qui m'ont donné l'honneur, qui m'ont accordé cette occasion de présenter mes travaux et mes livres sur le Maroc. C'était un défi énorme. Le roi Hassan II disait que les Marocains, ils ont le défi dans le sang. Alors j'espère avoir été à la hauteur de cette citation. Pour résumer l'histoire du Maroc, l'identité marocaine, la problématique identitaire, dualité des Marocains, de la diaspora marocaine en espace d'une heure et demie, c'était un exploit, mais de toute façon, j'avais fait que les grandes lignes. Alors, comme dans mes livres, c'est une étude de terrain qui a pris 8 ans pour vraiment mettre en avant l'histoire, l'identité forte, riche du Maroc et forcément des Marocains. Et j'aimerais bien que le Marocain soit fier d'une manière simple mais solide de son passé, de son identité pour pouvoir faire face aux défis de notre époque. Parmi les défis, c'est la mondialisation, c'est l'information, la fiabilité de l'information. Et parfois, l'information peut saper cette fierté identitaire marocaine. Et donc je donne des éléments pour que le Marocain soit éveillé pour tracer sa vie d'une manière simple et décente de notre époque. Alors j'ai parlé de l'histoire du Maroc, j'ai parlé de plusieurs facettes de l'identité marocaine. D'ailleurs, c'est comme les titres qui étaient exprimés en plusieurs langues, arabe, français, hébreu et berbère. Donc ça reflète exactement l'identité, encore une fois ouverte, tolérante du Maroc. Et j'invite effectivement les jeunes à renforcer cette solidité identitaire et aussi à travailler cette identité, parce que parfois ils ne connaissent pas vraiment leur histoire, ils ne connaissent pas je dirais les mystères du Maroc, mais aussi les perspectives du Maroc, et même y compris sur le plan économique. Maintenant le Maroc il est dans l'envol. Inch'Allah, on espère il aura un poste permanent dans le Conseil de sécurité mondiale, internationale, qui va représenter l'Afrique. Donc tout ça pour dire que il faut lever la tête d'une manière, je dirais, simple, forte, décomplexée, déjà depuis les performances de l'équipe de Qatar jusqu'à le cas du Duc Nigeria, au Niger, pardon, Europe. Voilà, tout ça, ce sont des performances qui ne sont pas données à tout le monde. Donc voilà, encore une fois, merci. الله يحفظ البلاد والعباد، الله يحفظ مغربنا الحبيب، الله يحفظ الأسرة العلوية. Merci bien. De façon, un débat. L'objet de cette conférence, c'est de présenter nos livres. Mais les livres, en fait, c'est aussi une réponse de la diaspora pour se positionner par rapport à son pays d'origine. Et paradoxalement, il y a beaucoup de Marocains du Maroc qui ont apprécié mes livres. Parce que, en fait, c'est une image. Je n'ai pas de pression, ni dans le temps, ni j'appartiens pas à un parti politique, j'appartiens même pas à l'administration. Donc, bon, au début, jusqu'à présent, je fais avec les moyens du bord, avec mes propres budgets. C'est-à-dire que je n'ai pas cette dépendance budgétaire pour plaire à ceux qui vont financer. Et c'est énorme.
J'ai cherché quand même, j'ai cherché. Mais la bénédiction marocaine a fait à ce que cette période de recherche fait partie de l'étude que j'ai faite. C'est-à-dire j'ai testé les gens, leur rendez-vous, leur façon de tergiverser à la marocaine, parce que dès qu'à l'argent, il y a un masque qui change. Il y a tout marocain. Dès qu'on touche l'argent, c'est autre chose qu'il y a. Je peux avoir l'autre? Ça va, ça vient. Évidemment, on connaît la tolérance, la solidarité, la coexistence culturelle. Jusqu'à présent, quand je rentre au Maroc, il y a plein de personnes âgées qui ne se laissent pas impressionner par la présence juive ou chrétienne. La présence juive ou chrétienne, pardon. Il y a toujours une complicité, je dirais, de vivre ensemble. C'est après, je dirais, des complications politiques. Je vais le trouver. Et ce monsieur-là, il a légitimé les dictons populaires de tous les pays. Il disait que ces dictons-là, ces habitudes-là, ce n'est pas le fruit d'un hasard. C'est une sagesse populaire qu'il faut légitimer, qu'il faut lui donner sa propre valeur. Et donc rien, l'humour marocain, encore une fois, c'est pas nos cas, ils sont toujours des blagues, toujours porteuses de messages, qui sont vraiment millénaires, ces messages-là. C'est pas un trimtal ou c'est une richesse énorme. Et parfois, je vous assure, j'ai fait des recherches sur le coaching, et parfois je trouve dans un des livres des gens qui ont œuvré, qui ont travaillé sur certains aspects de la religion musulmane pour arriver à la même chose. C'est-à-dire, il y a des outils de coaching, par exemple, sur le fatra. Alors moi, j'ai un livre qui s'appelle le fatra, c'est-à-dire le bon sens, le mélange de la sincérité et de lucidité. J'ai déjà trouvé ça, cette notion-là, il y a un siècle, qui a été déjà traitée. Donc, le fait de valoriser sa propre histoire, c'est pas quelque chose de, je dirais, de dévalorisant, des choses comme ça. Il faut aller en pleine confiance et en pleine fierté. Pleine confiance, en pleine fierté. C'est pour ça que c'est une richesse d'apprendre l'arabe et d'apprendre le dialecte marocain. Association de carrière, donc, qui est présidée par M. Bouhabid, s'il veut bien se lever. On va applaudir fortement parce que nous accueille grâce aussi à la municipalité. D'accord? Donc, je me présente pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, Hassan Moutahar. Donc, je suis président des Marocains des Mureaux et nous formons aussi un collectif des Marocains des Yvelines, dont j'ai la présidence. Merci à ceux qui m'ont fait confiance pour ces années. Donc, je suis un peu ému, c'est normal, hein, c'est la première fois que je prends la parole. Donc, je tiens à remercier notre cher compatriote. Merci pour avoir bu et, comment dirais-je, vos paroles. C'est quelque chose de très important, surtout pour notre jeunesse. Notre jeunesse, aujourd'hui, elle est un peu entre le marteau et l'enclume, comme vous avez si bien dit dans vos ouvrages. Et par contre, nous avons quelques lecteurs privilégiés, parce que normalement, il devait être présenté par Laïla, mais elle est retenue à la mairie. Donc nous avons quelques lecteurs privilégiés, s'ils veulent bien prendre la parole, pour avoir... Pardon? Monsieur Abdelaziz, oui, surmonte. J'ai juste un petit complément avant les lecteurs. Pardon? J'ai juste un petit complément avant Tout à fait, si tu veux bien nous rejoindre. Non, je le fais ici. Intervention. Je sais que vous avez du mal à faire quelque chose de concis sur un sujet aussi, aussi important et aussi grand. Et moi, j'ai juste un petit complément, ça a été dit en filigrane de votre intervention, tout le long de votre intervention. Je pense que le vrai défi qu'on a sur la question de la marocanité de manière générale, c'est que malheureusement, je pense qu'il faut changer de paradigme. Parce que la vision qu'on porte sur le Maroc, même nous-mêmes Marocains, c'est vraiment quelque chose qui est très marqué par la période post-coloniale. C'est-à-dire qu'on traite le Maroc
comme un pays qui a émergé ou qui est né avec la décolonisation, ce qui est complètement faux. Et donc là, c'est pas juste du régionalisme d'un Marocain, mais je veux dire, le cas du Maroc, c'est vraiment un cas à part dans l'histoire, parce que là, on parle d'un pays qui a une continuité politique, culturelle depuis 13 siècles, donc ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par la décolonisation, contrairement à la plupart des pays qui l'entourent. Et on parle d'une civilisation de 13 siècles. Vous l'avez cité tout à l'heure dans votre propos. On est omnibulé par la période protectorat ou colonisation franco-espagnole, mais à l'échelle de l'histoire du Maroc, c'est anecdotique. Et à titre de comparaison, les Marocains ont colonisé une bonne partie de l'Europe pendant plus de 7 siècles. Donc si on déduit les 40 années de la présence française et espagnole, franchement, donc c'est vraiment anecdotique de ce point de vue-là. Parce que certes, on parle de la présence des Omeyyades en Espagne ou au sud de la France, mais c'est d'abord les Marocains qui ont conquis ces espaces, donc les Moravides, et qui ont installé ce qui restait, en effet, des Omeyyades qui sont arrivés après, qui ont été installés. Et la meilleure preuve, c'est qu'à chaque fois, selon la terminologie de l'époque, où les rois chrétiens menaçaient cette présence, Yusuf ben Tashfin faisait traverser son armée pour repousser ces armées. Donc là, on est vraiment dans... Je pense qu'on a besoin et on se doit, nous les Marocains, de refaire une lecture de notre histoire de ce point de vue-là. Donc ça, c'est sur le plan de la continuité historique et culturelle. Sur la question religieuse, c'est exactement la même chose, en effet. Donc il y avait la plupart des tribus qui étaient juives, après donc, il y a la présence du christianisme, après à l'arrivée de l'islam, et de la même manière, donc très souvent chez les Marocains, donc on a l'impression qu'il y a eu l'arrivée des Arabes qui ont islamisé le Maroc et ainsi de suite, alors que les sources historiques et religieuses nous renseignent sur des choses beaucoup plus intéressantes. Donc il y a eu notamment le hadith de Aïcha avec le prophète sallam, quand il a reçu une délégation. Et ce qui se surprenait à Aïcha, c'est qu'elle disait qu'il leur a parlé leur langue et elle ne comprenait rien. Et donc quand ils sont partis, elle a posé la question au prophète sallam, c'est qui ces gens? Et donc c'est là qu'il a renseigné que c'était des gens qui venaient du Maghreb, du Aqsa al-Maghreb. Et justement, donc il lui a dit que c'était eux qui allaient sauvegarder sa descendance après. Et donc, c'est comme ça parce que les grandes tribus avaient envoyé, quand ils ont entendu parler de ce nouveau prophète, une délégation pour aller savoir de quoi il s'agissait. Et à leur retour, une douzaine des grandes tribus se sont converties à l'islam, avant même qu'il y ait le moindre arabe qui soit arrivé dans cette partie du monde. Donc, y compris sur ce processus religieux, il y a vraiment des choses très intéressantes sur lesquelles il faut revenir il faut revenir dessus et sur l'ancrage. La même chose sur la question nationale aujourd'hui, sur le Sahara. Donc pareil, donc je trouve très souvent qu'on est encore piégé dans cet héritage post-colonial qui est anecdotique. Je vous lisais il n'y a pas longtemps à Tombouctou. Tombouctou est loin du Sahara marocain. Donc dans les archives des bibliothèques de Tombouctou, il y a les archives des prêches du vendredi, du 12e, 13e, 14e siècle. Les prêches, ils étaient faits au nom du sultan à Fès. Et donc là, on nous dit que Dakhla ou Klarion, c'est pas le Maroc. Donc voilà, donc juste pour ne pas être très long, je pense que nous les Marocains, on a besoin de cette relecture de notre propre histoire, mais par nous-mêmes et non pas telle que les autres de la façonnent. Merci. Je ne suis pas un homme de l'histoire. Je suis un homme contemporain, mais bon, ce n'est pas interdit de faire des précisions, de rajouter des précisions, mais quand on rentre dans l'histoire marocaine, on est vite, c'est comme quand on rentre dans le désert, on est vite, on est
tout de suite dans le vertige des splendeurs marocaines. Oui, mais bon. Et j'étais invité une fois par la radio nationale sur le Sahara. Comment se fait-il que maintenant Macron il commence à dire, il a officiellement reconnu l'autorité du Maroc sur le Sahara marocain. Moi, je lui dis, mais de toute façon, c'est juste des techniques de négociation. Donc je m'appelle Khairallah Sofiane, ou Kerala Sofiane. J'ai 28 ans et j'aimerais prendre juste un petit peu de temps pour vous parler d'un sujet assez important à mon sens, la question de l'identité nationale, sans tomber dans une forme de schizophrénie, comme le développe bien M. Lahlou dans son tome 1 et 4 de Notre cher Maroc. Alors comme je vous l'ai dit, je suis franco-marocain, 50% marocain du côté de mon père, 50% français du côté de ma mère, et donc 100% un être humain. J'ai longtemps été tiraillé entre mon amour pour le Maroc, son histoire et sa culture, et par l'amour de mon pays de naissance qui est la France. Son histoire riche et controversée qui m'a pendant très longtemps mis dans une position embarrassante. Comment aimer mon pays quand autour de moi, tout le monde le déteste? Alors, un problème qui trouve son point de départ dans l'enfance, quand j'allais au Maroc avec mon père, une question qui a marqué mon enfance à chaque visite dans la famille. Sofiane, qu'est-ce qui est le mieux? Le Maroc ou la France? Une question qui est posée sous le ton de l'humour, mais qui crée un déchirement identitaire dans l'inconscient de l'enfant qui le pousse à faire un choix entre le pays d'origine de ses parents et son pays natal. Une question qui ne devrait pas se poser un enfant de 4 ou 5 ans. Suis-je marocain ou français? Quand j'allais voir ma mère, elle me disait « Tu es né en France, tu es français ». Logique de base. Et quand j'allais voir mon père, il me disait « Tu t'appelles Sofiane Khairallah, tu es marocain. Qui dois-je écouter? Papa ou maman? Qui j'aime le plus? Papa ou maman? La France, c'est bien. J'ai tous mes copains, l'école, mais le Maroc, c'est encore mieux. C'est le pays du soleil, des vacances, du Hawaï bien frais et des bocadillos à 7 dirhams et surtout des jeux à 1 euro à Del Brelef. En grandissant et en ouvrant mon esprit, en me mélangeant à divers types de cercles sociaux, religieux, intellectuels, plus urbains pour ne pas dire mec de quartier, voire marginal, j'ai vite compris que la question ne devrait pas se poser. Ce qui fait de moi qui je suis aujourd'hui, qui me permet de me tenir devant vous et vous parler de ce problème, et que j'ai l'immense chance d'être franco-marocain, une richesse sans pareille, le mélange quasi parfait de deux grandes civilisations riches culturellement et historiquement parlant. Je me tiens devant vous en héritier spirituel de grands hommes comme Ibn Battuta, Victor Hugo, Tariq Ibn Ziyad, Jean Moulin, Sa Majesté le roi Hassan II, même si je suis encore à des années-lumière de sa classe, de son charisme. Quelle pauvreté d'esprit de devoir faire un choix quand on peut être les deux sans que ça affecte l'un des deux côtés. On peut très bien être un vrai Marocain en aimant la France et être un vrai Français en aimant le Maroc. L'un n'annule pas l'autre. Un mot qui revient souvent dans vos livres, c'est juste une question d'équilibre. Je suis fier d'être français et fier d'être marocain, et je ne vais pas monopoliser plus longtemps. Je finirai juste par Bishar, Allah, Al-Watan, Al-Malik, et vive la République, vive la France. Je ne lis plus. Avant, je lisais beaucoup, mais maintenant, je ne sais pas s'il avait le téléphone, je ne lis pas beaucoup. Mais ce livre, Cher Maroc, que j'ai feuilleté et lu avec mon ami de 40 ans, si vous voulez, elle l'a lu pour moi. Je lui dis, vas-y, lis-moi, et moi, bon, je ne vais pas dire ce qu'il y a dans le livre, parce que M. Lahlou, il fait plaisir d'être là, il nous a parlé beaucoup du Maroc. Moi, ce que je retiens de ce livre, c'est que, quelle chose principale, M. Lahlou, vous cherchez que le lecteur marocain retienne de ce livre, Le Cher Maroc. Et puis, la deuxième question, c'est, faut-il un aspect particulier, culturel marocain, que vous espériez faire découvrir à vos lecteurs? Et comme je dis, je ne vais pas redire ce qu'il y a dans le livre, vous parlez de plein de choses du Maroc. Malgré qu'ils ne sont pas beaux, ils ne sont pas belles, on aime bien y aller dans ce pays qui est plein des choses merveilleuses, des choses qui nous émerveillent, qui plaît à nos enfants et à nos petits-enfants. Voilà, moi, j'aime trop le Maroc. Ça fait 53 ans que je suis en France. J'aime trop le Maroc. Avant, j'allais souvent.
pendant les grandes vacances. Après, quand j'étais à la retraite, j'allais 5-6 fois par an. Bon, maintenant, ma santé ne me permet plus d'aller. Mes enfants, ils ne veulent plus que j'aille toute seule. Mais le Maroc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comme il dit M. Hlou, malgré qu'on sort, on a peur qu'on arrache le sac. On ne met plus nos bijoux. On a peur de plein de choses. Mais c'est merveilleux. Moi, j'ai emmené mes enfants même dans les halqa à Marrakech, à Al-Moussem de Moulay Abdallah. J'ai emmené mes filles, mon fils, quand ils étaient petits, entre 5, 7, 8, 10 ans. Le petit, il n'était pas souvent au Maroc parce qu'il n'était pas né. Mais c'est un Maroc extraordinaire. Comme il dit M. Hlou, les gens du Maroc, c'est des gens qui sont, bon, c'est vrai, hospitaliers, généreux, mais excusez-moi le mot, vicieux et profiteurs. C'est mon pays, c'est mes compatriotes. Mais on adore le Maroc. Vive le Maroc, vive le roi, vive le Sahara et vive aussi là où on est. Georges Légonesse. Je remercie beaucoup l'association AFMAMA et je remercie d'ailleurs M. Najib Lahlou pour cette conférence. Je lis beaucoup de livres sur la sociologie marocaine, je lis beaucoup de livres pour Abdelrahim Al-Atraï, aussi Mohamed Hamdain et les autres. Et d'ailleurs, comment dire, on ne peut pas comprendre la société marocaine si on ne lit pas l'histoire, on comprend la culture marocaine. Et c'est ça qui fait la partie de l'identité d'un Marocain qui voyage peut-être à l'étranger. Si j'intègre très bien la société française aujourd'hui, avec la laïcité, avec les valeurs de la République, c'est parce qu'on a grandi avec ça au Maroc. On a grandi avec des sociétés différentes, une diversité, et d'ailleurs dans la culture amazigh, au Maroc, il y a tout ça. Il y a aussi les valeurs morales, surtout chez nous, au sud d'Ouarzazate et les alentours, on a ces valeurs morales de la marocanité. Excusez-moi, ça facilite pour nous l'intégration ici. Et d'ailleurs, voilà, comme il a dit le roi Mohamed VI, que le Dieu l'assiste, l'histoire du Maroc, et il retrouve ses racines dans l'histoire amazigh, qui est une histoire millénaire d'ailleurs. Et c'est pour cela aussi que je vous invite à découvrir notre événement de l'association ASCA. On célèbre le Nouvel An amazigh à Garges-les-Gonesse le 4 janvier de l'année prochaine. Alors, je ne prétends pas toucher. C'est une étude, c'est un point de vue qui ramène au débat. Voilà. Je me suis aperçu que le Maroc a réellement une juive, et pas que amazigh, occidentale, africaine, etc. Moi, je me rappelle d'un sociologue, je pense français, qui a dit que le Marocain, il contient la persévérance berbère, la détermination arabe, la ruse juive et le mode de pensée occidental. Et moi, je rajoute la simplicité africaine. Tout ça, ça fait un plat marocain. Donc, n'ayons pas peur de nous. Si, par contre, alors si on va aller plus loin dans la théorie de l'identité cette fois-ci, on peut être acteur de l'identité. Il n'y a pas de souci. Moi, je connais des gens qui disent du jour au lendemain, voilà, je décide de m'appeler Nicolas. C'est son droit. Seulement, il faut qu'il assume la responsabilité de son nouveau prénom. Il ne faut pas qu'il se plaigne du jour au lendemain pourquoi il n'a pas su transmettre ses valeurs à ses enfants, ou bien ses enfants, ils ont des troubles identitaires. Moi, je sais que sur le côté comportemental, on a le droit de se définir tel qu'on veut. Il n'y a pas de problème. Seulement, il y a des choses qu'on peut changer. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Je reviens à la citation de Dalai Lama. Allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. Alors, donc moi, je n'ai pas de complexe à dire que le Maroc a des composantes juives. C'est pour ça qu'il y a
Salam alaikum à toutes et à tous. Merci en ce jour du 21 décembre 2024. Nous sommes heureux d'avoir accueilli à la ville de Carrières-sous-Poissy avec l'association Afmama en collaboration avec les Marocains des Yvelines. Justement, l'auteur et l'interprète, Monsieur Najib Lhlo, pour ses ouvrages, qui nous a fait justement découvrir notre marocanité et notre pays avec toute son histoire dans toute sa profondeur. La population yvelinoise était présente ainsi qu'avoisinante. Donc tout le monde a posé pas mal de questions sur justement notre diaspora et l'intégration avec notre richesse sur les deux cultures par rapport à nos enfants. Donc moi-même deuxième génération. Et comment transmettre et persévérer justement sur la continuité de cette double culture. Donc merci à toutes et à tous et je vous invite à une prochaine rencontre sur les Yvelines et voir dans les autres départements. السلام عليكم. مالكي بوعبيد رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لأصدقاء الأطلس المتوسط، في إطار الأنشطة اللي كتنظمها الجمعية بالشراكة والتنسيق مع جمعية مغاربة لي زيفلين 78. اليوم تشرفت الجمعية هنا بمدينة كارير بتنظيم واحد المحاضرة فكرية للأستاذ الباحث والمحاضر نبيل الحلو تحت عنوان تمغربيت الجذور الحضارية بين الجذور الحضارية تمغربيت بين الجذور الحضارية والاندماج الإيجابي. والحمد لله كان نقاش غني، يعني حضروه عدة يعني مغاربة من كل الأصناف، ونتمنى أننا نكملوا في هذا الإطار هذا بتنظيم ندوات ومحاضرات من هذا المستوى هذا، وشكرا. Bonjour, je suis Leïla Ouakazemzami, première adjointe au maire de la ville de Carrières-sous-Poissy. Nous recevions aujourd'hui avec l'association Afmama Monsieur Najib Lhlo, un auteur franco-marocain, venu partager avec nous son expérience du terrain au Maroc, notre cher Maroc, les différents volumes, les différents ouvrages qu'il a écrits à ce propos, qui traitent à la fois donc de notre société marocaine, de la famille, du travail bien sûr au Maroc, notamment durant l'épisode du Covid, et bien évidemment de notre diaspora marocaine, les MRE, qui comptent énormément. Et dans cette même transversale, la partie donc nos amis et frères donc de la communauté du judaïsme marocain, juifs marocains, qui sont eux aussi très importants en France et au Maroc et qui ont du coup forcément un impact dans notre société. Ce fut riche en débat. Nous avons pu poser un certain nombre de questions à Monsieur Lhlo, auxquelles il a su répondre sans aucune difficulté. L'échange a été très important, très vif, et on ressort ce soir avec plein de choses en tête et notamment l'envie de découvrir le reste des volumes de ses ouvrages. أود قبل كل شيء أشكر جميع الإخوان والأخوات اللي جاوا من قريب أو من بعيد بهذه المناسبة الغالية علينا، وبالوجود السيد الكاتب السيد حلو، ونشكر الجمعيات الفرنكو ماروكان على هذا الجمع اليومي لاعتراف بالصحراء المغربية وكذلك على تاريخ المغرب، وشكرا جزيلا.